Eh ben c'est parti. Voilà Eric, on est dans l'enregistrement et tu vois, tu fais bien de boire un coup parce que tu montres déjà à tout le monde qu'avant de se lancer voilà, dans une entreprise, notre entreprise à nous, c'est de dialoguer tous les deux, de partager notre expérience. Il faut prendre soin de sa santé et toi, tu t'hydrates. Ça, c'est bien. Déjà, la première chose, tu vois, c'est naturel. Donc, on va être naturel, toi et moi. Je vous Mhm. présente Eric Kubler à toutes et tous. Pourquoi je tenais à vous présenter Eric Kubler? Bah, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui, moi, m'a inspiré. Il m'a amené à une vision voilà, de la vie, j'ose le dire, de la vie. Et depuis, c'est une lecture que je partagerai avec vous. Eh bien, ma vie a un petit peu changé. Voilà. Et donc, comme Eric fait partie un petit peu de ma vie, non pas que je le connaisse, parce que c'est la première fois que je suis en live avec lui, C'est vrai. c'est la première fois que je le vois, mais donc voilà, je voulais partager avec vous une petite heure de son expérience, de son vécu, et en quoi il a changé, moi, une partie de ma vie. Eh bien, vous allez découvrir. Donc, Eric, c'est pas à moi de te présenter. Si tu veux bien, j'aimerais bien que tu nous pitches un petit peu ton parcours de vie. Et avec peut-être une idée que je voudrais partager avec tout le monde aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui rend ce parcours unique et qui fait qu'à un moment donné, tu as changé, tu as osé changer dans ta vie. Ça, on en parlera au cours de ce temps qu'on passera ensemble. Et moi, c'est ce qui m'interpelle le plus dans ton parcours, c'est il y a eu du changement. Comment tu as osé changer? Ok, merci tout d'abord Cyril pour cette invitation qui me touche beaucoup et merci pour ce que tu viens de dire également, qui me touche également beaucoup. Alors, le parcours de vie, de toute façon, on a chacun un parcours de vie et on se raconte l'histoire qu'est la nôtre avec notre propre regard. Donc, je vais le faire de manière totalement subjective, c'est-à-dire avec mon regard et ce que j'ai ressenti à travers quelque part ces étapes. Donc, je m'appelle Eric Hubler. Aujourd'hui, j'ai 50, bientôt 53 ans. Je suis marié, père de famille. Je travaille depuis à peu près une trentaine d'années et actuellement, je travaille alors on va dire coach, conférencier, formateur. Ce sont les trois volets, je dirais, de mon activité. Et avec un credo qui est celui de l'équilibre. Et je vais peut-être préciser le leadership par l'équilibre. Alors, j'aurai l'occasion de développer un petit peu cette approche. C'est une formulation qui m'est venue après avoir compilé quelques expériences donc, sur lesquelles je vais revenir. Je dirais que première partie de carrière, moi je venais d'une école de commerce classique. J'ai fait l'école de l'EM Strasbourg, enfin ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est donc vraiment classique, sans savoir vraiment vers quoi aller après. Mais une fois que j'ai commencé à rentrer dans les études, j'ai vite compris que ce serait l'international. J'avais envie de faire de l'export, donc je suis parti. J'ai fait ma copée aux États-Unis, où je suis resté un peu plus du temps d'une copée, 2 ans en Californie, donc j'adorais, j'ai découvert la mentalité américaine, le punch américain, et je le dis parce que je crois qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai en moi. Ce punch, je ne dirais pas que j'ai ce punch, enfin j'espère, mais oui peut-être d'ailleurs, je l'assume, allez, mais c'est ce côté très pragmatique, très orienté action, qui a pas peur d'échouer. Et pourquoi je l'ai quelque part encore, c'est que je crois que j'ai développé l'esprit startup à travers cette première impression, voilà, cette première expérience. Alors ça a été pendant 2 ans. Ensuite, il y a eu un retour en France pour tout de suite repartir au Brésil. Alors là, c'était un rêve d'enfant. On est en 91 à l'époque. Je savais depuis tout jeune que je voulais partir au Brésil. Donc, je suis parti bourlinguer en Amérique du Sud pendant 6 mois. Et le hasard a mis celle qui allait devenir mon épouse sur mon chemin dans un bus à Rio. On peut appeler ça le destin. Euh, donc aujourd'hui, on est encore mariés, presque 30 ans après. On a 3 petits franco-brésiliens. Félicitations. Et merci. C'est très important dans ma vie, aussi ce rapport avec le Brésil. Non pas que j'ai une mission de rapprochement entre la France et le Brésil, mais en tout cas, c'est un pays que j'adore. C'est sans doute mon deuxième pays, je m'y sens bien. Et j'ai hâte d'y retourner parce que les circonstances actuelles ne sont pas très faciles, mais c'est un pays que j'aime beaucoup et notamment parce qu'il y règne une énergie toute particulière qu'on peut d'ailleurs sentir dans le carnaval de manière extrêmement dense, mais il y a une énergie de l'instant, il y a une énergie de la vie que l'on sent dès qu'on arrive à l'aéroport. En tout cas, c'est un sentiment que j'ai, je crois, partagé par d'autres personnes qui connaissent le pays. Puis après, j'ai fait de l'export en Europe pendant 2 ans pour une marque de brouette, le leader mondial de la brouette. Et puis j'ai travaillé ensuite 12 ans dans la société familiale qui était spécialisée dans les panneaux bois et métal sur stratifiés. Donc des produits haut de gamme, des produits qu'on travaille sur prescription auprès d'un réseau de grossistes, auprès d'industriels. C'était passionnant. Ça a été plus qu'une aventure technique ou commerciale, ça a été une aventure humaine
parce que c'est une toute petite affaire. Hein. On était une dizaine de personnes. C'est une affaire qui faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, Mhm. mais qui s'est développée sur des principes, alors que j'ai découvert après d'ailleurs, qu'on appelle la judo-stratégie. Je n'avais aucune conscience à l'époque de ce terme-là. J'étais judoka, mais je n'avais pas conscience de ce qu'était la judo-stratégie. C'est une fois que j'ai quitté que j'ai appris ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'un acteur de petite taille peut finalement se démarquer sur un marché, c'est-à-dire prendre des parts de marché en tant que challenger face à des acteurs beaucoup plus gros. Voilà, donc ça a été 12 ans de ma vie. Et puis, et tu me tendais la perche pour parler de ça, rupture, changement d'orientation professionnelle à un moment, parce qu'on rentre dans les vraies questions. C'est-à-dire qu'on est début 2003. T'as quel âge à ce Euh, moment-là? alors à l'époque, c'était il y a 17 ans, j'avais 37 ans à peu près. Mhm. Oui, c'est ça, 36, 37 ans. Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est-à-dire que tout va bien sur le plan professionnel. La société d'ailleurs venait d'être classée parmi les PME les plus performantes de France. Le Figaro qui tous les ans classe ce qu'ils appellent les plus belles PME de France, je crois. Bon, Mhm. et on apprend par quelqu'un d'ailleurs qu'on est classé. C'est-à-dire que la société marche très bien, financièrement elle est très bien, elle a vraiment trouvé sa place sur le marché. On a une équipe qui est extrêmement engagée et que j'ai eu la chance de modeler finalement, puisque je me suis totalement investi avec cette équipe. Et on faisait corps, c'est-à-dire il y avait vraiment un esprit de corps qui s'était développé. Et on sait qu'un esprit de corps, et je crois que je parle à quelqu'un qui sait bien de quoi je parle, hein, l'esprit de corps, c'est quelque chose qui se construit dans la durée, à travers du contact humain, à travers de l'expérience commune et une vision commune aussi. Et donc tout va bien, mais il me manque à ce moment-là quelque chose qui est que j'ai peur de m'endormir dans cette situation de confort et j'ai peur de m'éloigner un peu de moi-même. C'est-à-dire que je ressens, et c'est pas facile à décrire ça, parce que c'est vraiment un Mhm. sentiment profond qui est que je crois que j'ai besoin de créer autre chose, de créer mon propre bébé d'une certaine manière. Mais à ce moment-là, je n'ai aucune idée de quoi faire. La seule chose que je sais, c'est que si je ne devais pas continuer dans l'entreprise, ce ne serait pas pour prendre un poste de salarié ailleurs, parce que je me sentais vraiment bien dans l'entreprise. Et ça, je le précise parce que Ouais. on peut quitter une entreprise même si on s'y sent bien, à condition que ce soit pour trouver quelque chose d'encore mieux. Alors, ce quelque chose, il appartient à chacun de le découvrir. Et comme c'était une affaire familiale, je travaillais avec mon père, ce n'est pas une décision facile, ce n'est pas une décision anodine. Mhm. Ça oriente d'ailleurs la société, on l'a vendue 2 ans plus tard parce qu'on n'a pas trouvé le mode de succession qui convenait. On y a bien travaillé, on a bien cherché, mais ça n'a pas Mhm. donné ce qu'on souhaitait. Et puis, c'est pas grave, la vie d'une entreprise, ça peut changer demain et Ouais, chacun. c'était pas Et trop un crève-cœur pour ton papa de devoir partir en entreprise. c'est, bah, on pourrait parler du sujet séparément, mais c'est pas facile. C'est pas, c'est Non, bah pas alors facile. justement, moi, je voudrais bien faire un petit, tu vois, un petit temps de pause là-dessus parce que tu nous dis que tu as 38 ans, tu as une situation financière confortable, familialement, tout est posé. Bon, bah, on peut imaginer voilà, quelqu'un qui a bien réussi dans sa vie et qui a tout posé les choses de l'équilibre d'ailleurs. Et à un moment donné, tu dis, il faut que je passe à autre chose. Et là, c'est ce qu'on entend quand même de beaucoup de gens. Moi, j'entends beaucoup de gens me dire, mais Cyril, j'ai 40, j'ai 50 ans, je ne me vois plus changer maintenant, c'est trop tard. Et je pose la question, mais pourquoi tu dis c'est trop tard? Bah, c'est trop tard parce que bah, je suis un peu dans une case, je suis dans un moule. Bah, moi, je dis, je provoque un petit peu les choses, je dis jamais trop tard, pourquoi tu ne changerais pas? Bah, j'ai peur de perdre ce que j'ai acquis en fait. Alors je dis, bon, bah, ok, mais pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? Bah, je ne l'ai pas fait plus tôt parce que je n'avais pas la sécurité, les moyens, les finances pour le faire. Bah, je dis maintenant tu as les finances, tu as les moyens pour le faire, pourquoi tu ne le fais pas? Bah, j'ai peur de. Donc en fait, c'est soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard. Et c'est compliqué de trouver le juste et puis, ou d'oser. Et toi, pour le coup, à un moment donné, tu crées une rupture dans ta vie pour oser aller sur autre chose. Alors, je pense que ça tient déjà à la perception qu'on a de ce qui est trop tôt ou trop tard. Faire trop tard, ça veut dire d'une certaine manière, on serait trop vieux pour le faire. Et je me souviens que tu avais fait un webinaire d'ailleurs passionnant avec Joël de René, qui lui, son rapport à l'âge est très intéressant parce il est plus âgé que nous deux, Mhm. et même sensiblement, mais c'est un homme qui dégage une jeunesse parce qu'il a une jeunesse d'esprit, parce qu'il a une jeunesse de projet, il se projette dans le futur en toute confiance. Et ça, je crois que l'âge, c'est vraiment quelque chose qu'on porte dans la tête. Il y a des gens à 25 ans qui parlent comme des vieux, mais Mhm. au Mhm. sens où Mhm. ils savent pas se projeter, ils n'ont plus envie de rien. Ouais. Donc c'est pas du tout pour moi une question D'âge, d'âge, d'accord. c'est une question de rapport à la vie. C'est Mhm. une question également de rapport à la peur, parce que Bien sûr. je crois que là, il y a une vraie question sur la capacité de lâcher prise, et notamment sur la question du confort.
et plus particulièrement du confort matériel. C'est vrai que quand j'ai décidé de partir, j'ai décidé d'une certaine manière de tirer un trait au moins provisoirement, sur une certaine idée de la sécurité financière, parce que j'allais me lancer dans quelque chose dont je vais en reparler maintenant, Mhm. qui était totalement non balisé. Mhm. C'est-à-dire que je ne savais pas où j'allais, Mhm. je ne savais pas comment j'irais, Mhm. mais ce que je savais, parce que j'y ai réfléchi, ça m'a pris à peu près 3 mois, hein, 3 mois très denses. C'est-à-dire que quand je rentrais du boulot, parce que j'avais encore mon poste à l'époque, tous les soirs je rentrais, je cogitais, mais qu'est-ce que je vais faire, où je vais le faire. Mon idée, c'est déjà de repartir à l'étranger. Je me sens Mhm. assez bien à l'international, je m'y plais, et je m'étais dit, bah voilà, c'est l'occasion peut-être de redémarrer quelque chose, aux États-Unis, au Brésil, au Japon, je ne sais, enfin, de trouver. Mais après, c'est un choix de famille. Donc, il y a d'autres questions qui rentrent en ligne de compte. Donc finalement, je suis resté à Strasbourg. J'ai voyagé beaucoup à travers mon métier, mais tout en Mhm. restant basé en France. Euh, et c'est donc, qu'est-ce qui m'a motivé? Mhm. Mhm. C'est que j'ai réfléchi à non pas seulement ce que je me sentais capable de faire, Mhm. ce que j'avais envie de faire. Et ce Oui. mot envie me paraît être un moteur à côté duquel on ne devrait jamais passer. Parce que s'il n'y a pas l'envie, il y a pas de carburant. Et je me suis donc posé la question à l'époque de savoir si je dois changer, c'est-à-dire si je dois renoncer à tout ça, c'est-à-dire cette entreprise qui finalement mettait en plus les gens m'identifiaient comme presque, je dirais, faisant partie de, vous savez, père, fils, tout ça, c'est en tout cas, voilà, c'était quelque part mon entreprise, je la vivais comme mon entreprise, Mhm. mais Bien sûr. voilà. Donc, j'avais envie de quoi? J'avais envie que mon redéploiement professionnel corresponde à ce que j'avais au plus profond de moi-même. Alors, à l'époque, je l'ai formulé de la manière suivante. Je savais que le management était quelque chose qui m'animait énormément. C'est-à-dire que je voyais dans le management de l'humain en condensé. C'est-à-dire, pour moi, le management, c'est… Alors, on parle du leadership, du management. Pour moi, j'ai toujours un peu de mal à imaginer un manager sans leadership dans la conception que je me fais du management. Et bien sûr, il peut y avoir des managers qui ne sont pas des leaders, mais alors à des fonctions qui ne demandent pas de leadership. Mhm. Et bon, pour moi, ce n'est pas très compatible, d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il y a dans le management l'opportunité de créer individuellement, mais surtout collectivement, quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'avec une équipe, de se lancer dans un projet sans peur et sans savoir de quoi demain est fait, mais avec la conviction que si on le fait ensemble et que 1 plus 1 est supérieur à 2, eh bien, on va de toute façon arriver à quelque chose qui sera intéressant. Et c'est plus d'ailleurs le chemin que la finalité qui est intéressant à ce niveau-là. Et j'y reviendrai parce que c'est en rapport avec une philosophie orientale. Les arts martiaux dont je vais parler, en fait, sont plus dans la notion de cheminement, d'expérience, de voie, que de résultat et de finalité qui est ce à quoi on marche constamment. Alors justement, Euh, moi j'aimerais bien que tu nous parles effectivement de cet art martial parce que quand même c'est ce qui fait aussi ta spécificité, qui te rend quand même unique. Tu as été un entrepreneur, après tu as sauté le pas pour faire quelque chose plus à ton compte, un créateur, un chef d'entreprise, mais voilà, cette fois-ci avec une autre vocation, avec en trame de fond ton art martial. Mais voilà, tu parles de motivation intrinsèque et tu parles d'envie. Euh, Toi, qu'est-ce qui t'a fait sentir que cette envie était plus forte que tout? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, ah, j'ai envie, j'aimerais bien, je voudrais bien, je sens qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas si simple que ça, c'est pas si facile que ça. Et toi, tu oses quoi? Qu'est-ce qui fait que tu oses là où d'autres parfois se trouvent peut-être des excuses, mais c'est pas des excuses finalement, tu l'as dit, c'est des peurs. Donc toi, qu'est-ce qui fait que tu vas au-delà de ça? Sans doute le fait que je devais avoir conscience qu'on n'a qu'une vie et que je ne voulais surtout pas mourir avec des regrets. Et Mhm. qu'une vie, je crois que depuis tout jeune, je me suis dit que la vie pouvait ne pas… on se fait une idée de ce que va être la durée de notre vie. Mais c'est une idée toute subjective qui n'est basée sur rien, parce qu'en réalité, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans l'existence. Et je pense que la vie est à prendre quand elle est là entre nos mains. Donc j'ai un rapport au présent qui est très fort. Et donc Mhm. si je faisais quelque chose, il fallait que je vive une expérience. Et donc je parlais tout à l'heure du management, mais alors est venue après la question des arts martiaux, puisque je Ouais. pratiquais les arts martiaux depuis tout jeune. J'ai commencé par le judo Mhm. quand j'avais 8 ans. Ouais. J'ai eu un professeur de judo extraordinaire qui m'a implanté ce que j'appelle aujourd'hui, moi, l'esprit du dojo. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet parce que ça me passionne. L'esprit du dojo est parfaitement adapté en plus à l'ère du temps, pour différentes raisons qu'on pourra développer si tu le souhaites ou si les auditeurs le souhaitent. Euh, et puis, il y avait aussi tout ce qui touchait au développement personnel et spirituel. Donc, à partir de là, j'ai créé une méthode. Je me suis dit, voilà, une fois de plus, ça m'a pris 3 mois hein, et je l'ai partagé avec mon épouse pour voir comment Mhm. elle voyait la chose aussi, parce que c'est quand on se lance en tant
entrepreneur dans un nouveau projet comme ça, c'est plus qu'un choix personnel, c'est un choix de couple, c'est un choix de famille. On engage les siens. Et moi, je dois dire que la famille est peut-être la valeur, peut-être d'ailleurs, c'est la valeur centrale dans ma vie. Je lui donne beaucoup d'importance, donc je fais les choses en rapport avec ça également. Et lorsque mon épouse m'a dit, écoute, tu as l'air tellement enthousiaste en me parlant de cette idée que tu te fais d'aïkido management que je crois qu'il faut que tu le fasses. Et ça, c'est sûr que ça crée une libération intérieure. On dit, voilà, c'est bon, quoi, je peux y aller. Et après, j'ai plus peur de rien. Ça ne veut Mmh. pas dire ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de danger, il n'y a pas de, Mmh. il y a pas de prise de risque. Bien sûr, il n'y a que du risque. Et Mmh. d'ailleurs, des gens m'ont traité de fou. Mais comment vous pouvez quitter une entreprise comme ça qui marche pour faire un truc qui est... Vous avez fait une Bien étude sûr. de marché? Bah non, j'ai pas fait d'étude de marché parce que le marché, bah, je vais le créer, puisque par définition, Aikido Management, personne ne l'a fait. Donc on est sur quelque chose qui est... Et là, tu vois, et ça répond, je pense, à ta question, c'est que on trouve en soi, si on est prêt à écouter ça, je crois qu'on peut trouver en soi une énergie toute particulière, Mmh. propice à ces moments qui sont des moments où on se réinvente. Mais il faut accepter d'avoir envie de se réinventer Mmh. et Mmh. quelque part de prendre tout ce qui va avec. C'est-à-dire que c'est... mais je savais qu'en faisant ça, je ne regretterais pas. Si je le Ouais. ressentais, il fallait que je me lance. Ouais, j'entends moi plus finalement par rapport au schéma que les gens peuvent avoir en tête qui est oui, j'ai peur, et si je fais ça, il va y avoir tel risque, etc. Toi, tu parles plus de ce qui te motive, de ta motivation intrinsèque qui est, tu as parlé d'un mot, moi, un mot qui me touche particulièrement, c'est le mot enthousiasme. Mm. Parce que ce mot enthousiasme, il est plein de sens. Parce que la racine, d'ailleurs, c'est Joël Delrenet qui m'a appris ça. La racine C'est d'enthousiasme, Dieu, c'est de c'est le divin. anthéos, le Dieu intérieur. Et on a tous un petit peu cette petite voix en nous qui est là, qui sonne un petit peu. Et puis, ben, des fois, on n'a pas envie de l'écouter. On n'a peut-être pas envie d'ouvrir parce qu'on a peur de ce qu'on va voir. Mais quand on l'ouvre et qu'on voit cette lumière, ce que moi, j'entends chez toi en tout cas, ben, il n'y a rien qui peut désaltérer cette énergie. Et Mm. tu parles d'énergie et de l'instant présent. Alors, ton art martial, c'est l'aïkido, c'est bien ça? C'est l'aïkido. C'est D'accord. l'aïkido qui est venu succéder au judo. Et j'ai trouvé dans l'aïkido, qui est la voie de l'harmonisation des énergies, un art martial d'une puissance extraordinaire. Et d'ailleurs, on parlait de Joël de René, et je me souviens d'avoir lu son livre Surfer la vie, qui est passionnant, qui est d'une richesse et que j'encourage vraiment à lire, dans lequel je me souviens qu'il parle de passer des rapports de force aux rapports de flux, Oui. qui est pas très bien d'ailleurs avec notre époque où il faut qu'on apprenne à être plus dans le flux que dans la force, le rapport de confrontation. Bah, l'aïkido est complètement dans cette logique-là, on est dans le flux, Ouais. on est dans l'harmonie, donc on est dans le mouvement, utiliser l'énergie, la force de l'autre. Alors, pas forcément pour le dégommer, parce qu'on a une finalité non violente dans l'aïkido, Ouais. qui d'ailleurs lui donne une tonalité un peu particulière dans les arts martiaux, c'est-à-dire que la finalité n'est pas d'humilier, de casser l'autre, c'est d'essayer autant que possible de neutraliser dans une situation de violence. Donc c'est un travail sur soi. Et on peut faire des tas de parallèles avec la vie du management, mais également la vie en général. Voilà, donc l'aïkido est un média intéressant pour travailler sur ces notions. C'est une évidence pour toi, je pense pour moi aussi, mais peut-être pas pour tout le monde. Les rapports de force, les rapports de flux. Comment on peut entendre ça? Est-ce que tu auras un exemple dans la vie de tous les jours qui t'est très utile d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'on entend plus parler de rapports de force. Oui, on est sur des jeux de pouvoir, les hommes politiques, les hommes d'entreprise, les relations patron-employé, exécutant, pas exécuté, mais celui qui donne les ordres. Donc voilà, toi par rapport à ça, tu as une approche qui semble être différente et tu peux nous en parler un petit peu plus de ces rapports Mmh. de flux? Alors, c'est assez simple à comprendre. C'est moins simple à mettre en œuvre parce que ça suppose de travailler sur nos résistances. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans la vie qu'on est confronté à une épreuve, un obstacle, une situation de conflit, une opposition, Mhm. nous avons en fait trois options. La première option, c'est de dire je ne veux pas de ça, je fuis. Bon, on peut toujours Mhm. fuir, mais fuir ne me semble pas une bonne stratégie. Ça peut être une tactique, c'est-à-dire une tactique qui permet de se repositionner, d'avoir le temps de se préparer pour aborder une situation conflictuelle. Mais voilà, donc c'est à très court terme. La deuxième solution va être de dire bah, je rentre dans le conflit, mais rentrer dans le conflit, ça veut dire accepter d'être dans un rapport gagnant-perdant, donc de perdre des plumes dans le combat. Et c'est en tout cas, là encore, une vision à court terme, parce que je crois qu'on ne grandit jamais en réduisant l'autre. Et c'est là où tout le génie du fondateur de l'aïkido, ça a été de considérer qu'un art martial pouvait servir, alors que martial veut dire guerre, qu'un art Mhm. martial peut servir à créer les conditions de la paix. Et je crois que ça tient beaucoup à l'intention que l'on a, c'est-à-dire c'est une pratique dynamique de la non-violence. Tu vois. Et donc, au fond, la voie que propose l'aïkido, c'est de sortir de la ligne d'attaque, c'est-à-dire qu'au lieu de rester, par exemple, face à une provocation, de se dire je me prends la provocation, c'est de dire mais c'est pas mon problème la provocation, c'est ton problème si tu me provoques. C'est-à-dire que en aïkido, qui est un art martial de défense, on considère que l'attaque est une mise en déséquilibre de soi-même.
Donc le problème n'est pas l'attaqué, c'est l'attaquant. Pourquoi je vais avoir besoin d'attaquer quelqu'un en général? C'est pour le dominer, c'est pour l'humilier, c'est pour le contraindre. Donc en Aikido, on a une certaine vision de ça qui est de dire, c'est à lui de faire un travail sur lui. Moi, je sors de la ligne d'attaque, je ne rentre pas là-dedans. Et s'il veut vraiment m'attaquer, je vais faire en sorte de le neutraliser en utilisant sa propre force. Et un Aikido dans lequel on utiliserait notre propre force n'est pas un bel Aikido. Ça va être un Aikido contraint, on va bloquer. Donc c'est là où la notion de flux fait que plus l'autre va attaquer fort, et plus je sors au moment où il attaque, plus il va tomber fort, parce que c'est sa propre dynamique négative qui va finalement le contraindre. Voilà, en quelques mots, j'essaye de résumer. C'est très clair. Et tu parlais du livre de Joël de René, pardon, Surfer la vie, donc que je présente voilà, tout le monde à l'écran. Moi, ça me rappelle d'ailleurs ce que me dit souvent aussi Joël, mais aussi dans un autre registre, mon entraîneur de triathlon, il me disait, Cyril, tu sais, la performance, c'est pas… On parle de performance, les gens croient toujours au sport, etc. Finalement, la performance, c'est quoi? Il me dit, c'est une relation pour moi quand il m'a dit ça, Laurent Chopin, mon entraîneur de triathlon, il me disait, la performance, c'est tête, corps, esprit, corps et environnement. C'est l'alignement des trois en fait. C'est la capacité d'être aligné déjà en soi entre sa tête, ses pensées et son corps, mettre dans l'instant présent, ce que moi j'aimerais bien évoquer avec toi dans le cadre de l'aïkido, et l'environnement. Mais l'environnement dans le surf, je pense que ce sont les éléments. Donc il faut être très… on a pas mal d'enseignements sur ce qui s'est passé récemment par rapport à ce que nous envoie comme message de la nature. Donc, si on n'écoute pas, on va aller contre ça. On est dans des rapports de force contre la nature. On voit bien où ça nous mène. Ou alors, on est un peu plus dans une approche d'homéostasie, comme l'explique Joël de René. On va tenir compte de tout ça et finalement s'imbriquer, faire quelque chose de très harmonieux entre nous déjà individuellement et cet environnement, l'accueillir, accepter tel qu'il est. Et puis, toi, moi, ce qui m'intéresserait par rapport à ça, parce qu'il y a la notion d'environnement, mais ce n'est pas juste l'environnement, la nature. Toi, dans l'aïkido, c'est l'environnement, c'est l'autre, c'est l'adversaire. Et voilà, donc toi, par rapport à ça, justement, moi, ça m'intéresse quand même cette notion pour des commerciaux où quand tu es dans les actes de vente, on entend souvent, oui, il faut convaincre, etc. Mais finalement, je pense que toi, dans le management ou dans la relation commerciale, je pense que tu apprends d'autres choses. Lorsque tu fais des conférences ou que tu interviens en formation, est-ce que tu aurais une clé à partager justement pour être plus dans le rapport de performance ou de résultat, parce qu'on est tous attendus pour du résultat ou de la performance, mais justement sans convaincre, sans désaxer l'autre, sans attaquer l'autre. Quels sont quelques enseignements que tu pourrais partager avec nous là-dessus par rapport à ton art? Alors, je voudrais déjà te dire que ce que tu as décrit sur le corps-cœur, on pourrait dire corps-cœur, esprit, environnement, tu l'as formulé comme ça, correspond parfaitement à l'approche de l'aïkido. C'est-à-dire que la notion d'environnement est tout à fait centrale. Et quand on dit harmoniser les énergies, en fait, on pourrait on pourrait le résumer en disant, tu sais, tu prends des cercles concentriques comme ça. Au centre, tu as le soi. Donc, soi, c'est qu'on a besoin de développer de manière non égoïste, mais de manière très forte, c'est-à-dire un vrai travail qui associe une exigence vis-à-vis de soi et une bienveillance vis-à-vis de soi, pour reprendre des mots qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et pas de la bienveillance sans exigence, ni de l'exigence sans la bienveillance. Donc, ça va être un travail de connaissance de soi, d'estime de soi, qui est tout à fait importante, pour se nourrir de l'intérieur, pour pouvoir faire de l'affirmation de soi. Et à partir de là, une fois qu'on a fait ce travail qui ne s'arrête jamais, soyons clairs, c'est un travail d'une vie, ça, on en est tous là, on va pouvoir entretenir avec la deuxième sphère, qui est la sphère interpersonnelle, la sphère relationnelle avec l'autre, que ce soit dans la sphère du couple, la sphère avec les enfants, les parents, les amis, les collègues, les patrons, son banquier, je ne sais. Dès qu'on est en relation avec une autre personne, plus tu vas être équilibré de l'intérieur, plus tu vas être équilibrant dans la relation. Mais on ne peut pas donner à une relation ce qu'on ne ressent pas à l'intérieur. Et c'est ce que je ne cesse en fait finalement de répéter lors de mes interventions, que ce soit en conférence ou en coaching, c'est que tant qu'on n'a pas fait ce travail à l'intérieur de soi, le rapport à l'environnement est compliqué, reste compliqué. Et donc, après, ça va s'étendre au collectif. C'est-à-dire qu'un collectif, c'est à la fois une somme d'individus qu'on va prendre individuellement, personnellement, mais c'est également une somme de relations entre les individus. Donc, plus les individus se sentent bien en eux-mêmes, plus les individus savent interagir intelligemment entre eux-mêmes, c'est-à-dire en se respectant, en étant solidaires, en étant à l'écoute, enfin toutes les qualités relationnelles qu'on peut développer, alors à ce moment-là, on va avoir un collectif très fort. Et ce collectif très fort qui mêle équilibre et performance, si on est dans la logique économique ou sportive, par exemple, on va parler performance, mais tu sais mieux que quiconque qu'une performance a besoin d'équilibre, sinon elle n'est ni puissante ni durable. Et toi pour le coup, tu es vraiment quelqu'un qui pourrait en parler mieux que quiconque, c'est que pour pouvoir tenir dans la durée, dans l'effort,
on a besoin de se gérer. Et donc, cet équilibre est tout à fait déterminant. Et l'équilibre va passer par l'équilibre du corps, l'équilibre du cœur émotionnel, l'équilibre psychologique. Mhm. Et puis, je rajouterais l'équilibre de l'âme, c'est-à-dire pour moi, c'est ce qui nous transcende. Mhm. Voilà, c'est tout ce qui touche à notre contribution, le sens qu'on donne à nos actions, etc., etc. Ah, moi, on va parler de ton livre juste après, d'ailleurs, l'équilibriste, puisqu'on parle beaucoup d'équilibre. Moi, je vais te faire une confidence, je ne te l'ai pas dit, hein, on a échangé quelques fois au téléphone, ou par écrit d'ailleurs. Je t'ai pas encore mis dans une de mes confidences, c'est qu'en fait, quand j'étais chez Decathlon, le top des formations chez Decathlon, c'était de rencontrer le président fondateur, Michel Leclerc, d'être face à lui, et on avait une formation valeurs et volonté. Et on travaillait pendant une journée avec un coach qui était à l'époque l'entraîneur mental de l'équipe de France de football, donc du très haut niveau. Et en fait, donc pendant cette journée, on faisait exactement ce que tu es en train de dire tout à l'heure, à l'instant, un travail sur soi. Vraiment se recentrer sur soi, aller puiser au fond de soi pour chercher ses valeurs intrinsèques et après en faire jaillir quelque chose. Et on écrivait, on faisait des dessins, etc. Bref, et moi, ce qui est ressorti, c'est l'équilibre. Voilà, donc je voulais te le dire parce que tu vois, D'accord. quand j'ai lu ton bouquin, forcément l'année dernière, et que j'ai fait référence lors de mes vœux, parce qu'au mois de janvier, j'ai démarré mes vœux avec l'équilibriste, Je te avec la remercie. proposition de lecture, moi une des lectures qui m'a le plus interpellé depuis, et j'en lis des bouquins, je vais en lire, allez, j'en lis 4 par mois, donc j'en lis quand même beaucoup. Et si j'ai sélectionné le tien parmi mon top 10 de mes bouquins, c'est que c'est pas pour te faire plaisir, c'est pour faire plaisir ni à l'éditeur ni à personne, c'est parce que vraiment c'est une pépite, c'est une belle histoire, parce qu'avant tout c'est une belle histoire. Et moi, elle m'a forcément parlé en moi, puisque cette notion d'équilibre, pour moi, est extrêmement importante. Elle résonne en moi. Euh, cette histoire, on ne va pas la raconter. Par contre, voilà, pour bien montrer l'équilibriste, Merci. on peut le trouver sur Amazon, on peut le trouver Absolument. oui, sur ton site internet aussi, on en Sur mon parlera site après. internet, sur ma... Tu l'as coécrit avec Philippe Leblanc. Alors Et j'allais le dire, c'est une coécriture et Philippe est un ami d'enfance qui d'ailleurs, c'est un travail d'équilibriste que d'écrire ensemble parce qu'on ne se ressemble pas du tout en termes de caractère, de façon de faire, excellent, on va en mais parler on de a, ça. voilà, donc ça a été un travail appliqué, on va dire. Oui, et tu parles beaucoup d'énergie. Alors, tu en parlais tout à l'heure, l'équilibre, c'est forcément lié enfin, fortement lié à l'énergie. Tu parles beaucoup d'énergie. Et bon, moi, l'énergie, j'en connais un petit rayon là-dessus. Mais ce qui m'intéresserait davantage, parce que les gens, je les entends tous dire en ce moment, alors, pendant le confinement, ça a été compliqué au début, mais finalement, je m'y suis vite fait. C'était bien le confinement, c'était une période de retraite pour moi, une période où je me suis retrouvé dans mon équilibre intérieur. J'ai pu prendre du temps pour moi, me reposer, etc. Mais maintenant que tout reprend comme avant, j'ai envie de dire, l'économie, il faut que ça se relance. Alors, sans critique, hein, je n'ai pas d'avis là-dessus, bien ou pas bien. J'ai mon avis personnel, mais je ne le partage pas comme ça. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Il y a un truc quand même qui est vachement inspirant dans le livre, et c'est un des deuxièmes enseignements que tu partages, c'est vis pleinement ici et maintenant. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que les gens aujourd'hui, ah bah déjà le confinement c'était bien, mais c'est hier et c'est dommage parce que c'est plus comme ça aujourd'hui. Et demain, on m'annonce plein de choses compliquées à la rentrée. Alors, les chefs d'entreprise que je coach, que j'accompagne disent ça va être compliqué à la rentrée. Les salariés disent je ne sais pas si je vais garder mon boulot à la rentrée. L'économie va s'arrêter, le taux de chômage, etc. Alors, entre le passé, qui était peut-être bien ou pas bien pour le confinement, et puis le futur qui s'annonce compliqué, toi, tu écris vis maintenant, pleinement, ici et maintenant. Ce que je disais tout à l'heure, en fait. Et est-ce que tu auras une technique, une méthode pour justement ne pas se laisser envahir par des pensées parasites qui nous emmènent dans le futur, dans le passé, et que finalement on gaspille son énergie? Alors, la question du temps présent, et d'ailleurs, sans doute que celui qui en a le mieux parlé et le plus écrit, ou le mieux écrit, c'est Eckhart Tolle. J'invite tout le monde, là encore, à lire Le pouvoir du moment présent, qui est un livre, alors pour le coup, d'éveil spirituel, que lorsque je l'ai lu, ça m'a pris des mois. Ça m'a pris des mois parce que je le diffusais à petite dose et je retrouvais exactement quelque part ce que je pouvais sentir, chercher. Je le disais tout à l'heure, hein, depuis très jeune, je crois, un rapport au présent Mhm. en tout cas comme une quête, c'est-à-dire de comprendre que ce n'est ni plus hier, ce sont les bouddhistes d'ailleurs qui disent le passé est passé. Alors ça paraît bête quand on le dit, mais le passé est passé. Alors Mhm. on peut tirer profit du passé pour mieux vivre le présent. Mhm. On peut aussi, alors que ce soit par rapport aux choses bonnes du passé ou aux choses difficiles, les traumatismes du passé peuvent nous construire comme on est aujourd'hui. On se construit de tout ça, mais c'est passé, donc on n'y revient plus. Quant au futur, c'est très intéressant d'entendre aujourd'hui parler tout le monde d'après. Ce concept du Mhm. monde d'après m'interpelle. Et je me pose la question de savoir ce que les gens en attendent, comment ils se le représentent, parce que pour ce qui me concerne, je crois au monde de maintenant. Mhm. Et le monde d'après, c'est une représentation
psychologiques, émotionnels, soit de nos fantasmes ou de nos inquiétudes, quelque part. Mhm, On mhm, essaye d'y mettre ce qu'on voudrait y voir. Euh, Moi, je m'inscris totalement différemment par rapport au… Je pense que le monde se construit un pas après l'autre, d'où l'image d'ailleurs de l'équilibriste, qui, si on mhm. prend l'image d'un équilibriste sur son fil, il peut toujours vouloir traverser le fil en se disant, mais voilà, moi je veux aller là-bas. Il faut ça, parce que c'est un moteur. Tu parlais d'enthousiasme tout à l'heure. On a besoin de l'enthousiasme d'aller vers le futur, ça c'est très important, mais ça se limite à ça. C'est-à-dire on va faire ce travail de visualisation, Mhm. voilà, de se mettre en condition d'avoir cette envie de futur parce que c'est véritablement un moteur. Mais si on oublie que ce qui nous fera avancer vers ce futur désirable, quelque part, bah, merci pour l'image, oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est le pas du moment. C'est-à-dire que vouloir se projeter 10, 20 ou 50 pas en avant, si on ne maîtrise pas le pas du moment, il n'y a pas de 50 pas en avant. C'est aussi simple que ça. Donc, au fond, le truc, c'est de développer. Alors, moi, je parle beaucoup de réflexe de l'équilibre. C'est-à-dire que je suis convaincu que l'équilibre peut se développer comme un réflexe. Et d'ailleurs, en en-tête du livre, on met développer votre compétence la plus essentielle, l'équilibre. En fait, c'est à la fois une compétence, ce qui paraît bizarre, parce que quand on parle de l'équilibre, en général, on n'associe pas une compétence. Je pense qu'on peut devenir compétent dans l'équilibre et s'entraîner à l'équilibre. Alors, on n'aurait pas le temps aujourd'hui. Si tu veux, un jour, on refera une séance si tu le souhaites, mais parce qu'il y a beaucoup de façons de développer l'équilibre. Mais quand on est sur la question du rapport au temps, c'est déjà, plutôt que de se préoccuper de ce qui va se passer demain, qui de toute façon n'arrivera jamais comme on Mhm, l'imagine, mhm, qu'on le veuille ou mhm, non, mhm. voilà, tout ça, c'est du domaine du fantasme, et ce sont les peurs qui s'expriment, les résistances. Il faut apprendre à lâcher prise par rapport à ça et se dire, regarde. Regarde, si tu penses à maintenant, est-ce que tu as des problèmes tout de suite quand tu es dans l'instant présent? Tes problèmes, on a tous des problèmes dans la vie, on a des problèmes à régler, mais quand tu penses à l'instant présent, tu es là, tu respires, Mhm, tu es souvent entouré de gens que tu apprécies, mais encore faut-il les regarder, encore mhm, faut-il prendre conscience qu'ils sont là. Souvent, la tête n'est pas là. On a la mhm, chance folle de partager notre temps avec des gens qu'on aime. On ne les voit pas, on ne les mhm. entend pas, on ne les écoute pas, on ne tient pas compte de ce qu'ils sont, on passe à côté de ce qui est la vie. C'est aussi bête, c'est aussi simple que ça. Donc, en fait, le réflexe de l'équilibre, c'est de dire, pose-toi un instant et tu prends conscience, parce qu'au fond, c'est un travail de prise de conscience. Je prends conscience, je regarde autour et je me dis, mais quelle chance j'ai déjà de pouvoir respirer, de pouvoir être en bonne santé, de pouvoir avoir accès globalement à ce qui me permet de vivre, d'avoir un toit, d'avoir… C'est bête, hein, c'est vraiment basique, mais on l'oublie. Et moi, je Ouais, ne d'ailleurs, prétends il y pas, a. je prétends pas livrer une formule magique. Jamais. Je n'ai pas de formule magique. Je reviens toujours à des choses simples, essentielles, mais qui marchent et qui peuvent rendre heureux. Et en tout cas, plus équilibré. Moi, c'est vrai, hein, l'enseignement est d'une simplicité, d'une banalité, j'ai envie de te dire, mais c'est, comme on dit aussi, hein, c'est les choses les plus simples, les plus dures à mettre en œuvre. Quand tu te rends compte de cet acte de vie qui est la respiration, on peut se rendre compte que souvent on ne respire pas bien et qu'on ne sait pas savourer bah voilà, cet acte voilà, de inné Mm. mais qui n'est pas toujours bien exécuté parce que la Ça, bien sûr. respiration qui est saccadée, et plus la respiration est saccadée, bah, plus le cerveau, enfin, moins le cerveau est irrigué, et forcément, bah, les pensées parasites vont s'installer. Mm. Donc, ça, c'est des choses très basiques que tu dis, mais une fois de plus, c'est dans la simplicité qu'on va trouver un maximum de plaisir aussi. Donc, moi, j'accueille tout ce que tu me dis avec grand plaisir. Et c'est marrant parce que le fait que tu l'aies dit, déjà, ça a un impact sur, bah, je ne sais pas sur ceux qui nous écouteront, mais moi, sur mon corps, tout de suite, c'est un effet. Les mots que tu emploies et la façon de les dire, voilà, respirer, instant présent, vivre, tout de suite dans le corps, tu sens que ça, il y a un relâchement et Ça ça va déjà libère. mieux. Donc, j'avais chez Decathlon, tiens, je vais reprendre, c'est loin, c'était il y a plus de 20 ans, mais j'avais un super patron qui m'avait dit, tu sais, Cyril, les choses, ça va sans dire, mais ça va quand même vachement mieux en le disant. Donc, merci de nous l'avoir dit, Eric, parce que voilà, ça, c'est très, voilà. Donc, l'équilibriste, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais franchement, voilà, je l'ai lu 2 fois hein, et je pense que je le redirai une troisième fois parce qu'il se crée des choses, quoi, tu l'as dit tout à l'heure, dans la tête, dans le corps. Et après, ça fait du bien, quoi. Mm. Voilà. Donc cette Mm. histoire-là, on la retient à vie parce que voilà, c'est pareil, c'est une anecdote, c'est une histoire, c'est un conte, et forcément, bah, ces histoires-là, on les retient bien, comme ta vie d'ailleurs à toi. Donc, on s'est arrêté d'ailleurs à tes 38 ans. Ouais. Tu t'es donc à ce moment-là mis à ton compte, tu as créé ton entreprise, tu as fait directement coach, conférencier, formateur. Ça, c'était quoi l'ordre des choses?
Alors, au début, j'ai commencé, en fait, mon premier client a été un fabricant industriel qui m'a demandé de faire une conférence devant les 130 top managers, ce qui, quand on n'a jamais animé de conférence, c'est un défi intéressant. Et c'est le thème, j'avais choisi finalement de leur parler de la maîtrise de soi comme facteur de performance. Donc, alors là, tu n'as pas le droit de montrer que tu es stressé, et Ouais, c'était un bon défi. Bon, j'ai commencé comme ça, donc j'ai fait des conférences, j'ai fait beaucoup de conférences aussi dans des réseaux d'entreprises, dans des ouais, écoles, dans différentes organisations, et puis dans des entreprises en formule intra, hein, ouais. et puis parfois un peu en inter aussi. Voilà. Et puis après, des formations. Alors, oui, je vois que tu montres la page Ouais, du parce site. que Alors, c'est quand même original de voir un mec qui fait une intervention avec un kimono quand même. Alors, C'est oui, rare. c'est un peu cocasse. Alors, je t'avouerai, je vais être très franc. Lorsque j'ai imaginé le concept, je n'imaginais pas de le faire in situ, c'est-à-dire en kimono sur tatami. Mais il s'est passé une chose, et c'est marrant, Ouais, le destin est parfois taquin. ouais. J'ai eu la chance de rencontrer un journaliste du Figaro qui est venu me rejoindre depuis Paris. Mhm. J'habite Strasbourg, hein. Et il a passé 3 heures avec moi. Il m'a posé des questions sur mon parcours, sur ma méthode. Bon. Mhm. Et puis, il avait amené avec lui un photographe et il a dit est-ce qu'on peut faire, et donc on s'était organisé pour ça, des photos où vous faites des mouvements d'aïkido, etc. Donc, et on a fait ça. Et sort un bel article sur la méthode Aikido Management, demi-page dans le Figaro, très bien. J'ai des gens qui m'appellent, et notamment une personne qui dit mais alors vous faites des séminaires, si je comprends bien, en kimono sur tatami. Et là, je me dis, ah tiens, c'est comme ça, donc oui, et ben j'ai dit oui. Et une fois que tu dis oui, tu as dit oui. Donc du coup, je me Ouais, suis dit, bon, il va falloir que je me trouve des tatamis, il va falloir que, bon, et donc je me suis organisé, j'ai pas tout de suite acheté les tatamis, je les louais parce que j'étais dans la fédération, etc. Donc ils me les louaient. Et puis voilà, et puis après j'ai acheté mes tatamis, donc j'avais mes 60 mètres carrés de tatamis où j'ai sillonné la France et au-delà des frontières. Mais c'est bon, voilà, et avec des kimonos. Alors le kimono, c'est intéressant parce que faire un séminaire où tu es en kimono, tu es dirigeant d'un groupe, que tu sois, voilà, quel que soit le niveau, et que tu te retrouves en ceinture blanche, alors là, tout de suite, il se passe un truc. Et c'est ouais. extraordinaire. Moi, j'ai vécu des moments magiques et je suis reconnaissant de ça, de voir des gens qui comprennent tout de suite le message et qui jouent le jeu et qui finalement, tu vas les voir petit à petit se comporter, évoluer pendant une session. Et j'ai formé, j'ai de la chance parce que beaucoup de gens m'ont fait confiance. J'ai formé à peu près plus de 8000 managers sur le sujet, comme ça, en kimono. Et c'est passionnant, c'est un métier extraordinaire. Alors, ce qui donne du sens et ce qui fait que ça entretient la flamme, c'est que je crois que je l'ai fait en écoutant vraiment. Mhm. Je cherchais à avoir une approche unique, c'est-à-dire qui corresponde pleinement à ce que je suis. Et même si d'autres devaient faire la même chose avec l'aïkido, ce que je leur souhaite, c'est de le faire avec leur trip à eux, c'est-à-dire pas chercher, parce que je crois qu'on perd de l'énergie et de la force quand on se compare à ce que font d'autres. Ça peut être source d'inspiration, mais ça ne peut pas être une finalité. Je crois profondément qu'on gagne une force incroyable en créant son propre chemin. Alors Mhm. ça veut dire prendre le temps de réfléchir d'une certaine manière à ce qui fait de nous quelqu'un d'unique. Et on a tous quelque chose en soi qui nous rend unique, que ce soit aux yeux des autres ou que ce soit dans notre façon d'être. Alors ça peut prendre du temps. Ça demande d'y réfléchir. Ouais, ouais, ouais. Et justement, toi, tu dis deux choses qui me questionnent en fait, parce il y a ceux qui sont en quête consciemment de cette version intérieure, tu vois, on dit souvent la meilleure version de soi-même, voilà ce qui te rend unique, etc., exclusif. Il y en a qui cherchent inconsciemment, puis il y en a qui ne cherchent pas. Mais pour ceux qui ont envie de le chercher, toi, tu dis deux choses. Tu dis, bah, déjà, c'est un long chemin, un cheminement qu'on peut faire soi-même, et puis sans se presser, sans se hâter, parce que plus on cherche et moins on trouve, il me semble. Euh, et puis aussi, tu as une deuxième clé d'entrée que je trouve intéressante, c'est les rencontres. Le fait de rencontrer des gens, la rencontre des gens, et on a tous les deux la chance. Moi, je pense que c'est une vraie chance, en tout cas, d'avoir cette personne dans notre environnement proche. Il s'appelle Salahedine Benzakour, c'est l'organisateur du TEDx Alsace. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu parce que qu'est-ce qui fait que lui, à un moment donné, t'a dit Eric, je veux t'écouter, je veux t'entendre et je veux que tu passes ton message personnel unique, ce qui fait ton unicité au monde entier, ton message à 1 million de personnes. Tu vois de quoi je veux parler? Que tu peux me raconter cette histoire un petit peu et je vais te montrer à l'écran d'ailleurs parce qu'on va te retrouver en kimono encore. Ouais.
Alors, très belle personne, ça là, moi je l'aime beaucoup. En fait, oui, j'ai une drôle de tête d'ailleurs sur cette photo. C'est peut-être pas la meilleure. Mais c'est celle qui se présente. Oui, c'était un peu un challenge en fait de pouvoir. Déjà, TEDx, c'est une extraordinaire organisation. Salam m'a contacté. C'est un honneur parce que c'est vrai que c'est l'organisation qui choisit les gens qui vont intervenir. Et il m'a coaché pour refaire l'intervention. Alors, je vais te faire une confidence qui, du coup, dès lors qu'on parle en public, c'est plus une confidence, mais c'est un exercice qui m'a été un peu contre-intuitif. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que tout à l'heure, je parlais de flux, je marche énormément, moi, à l'inspiration du moment. Et le TEDx, en fait, bah, tu dois vraiment remplir un certain cahier des charges. Donc, ça a été un peu un défi avec Atroce. Salah voilà, tu connais l'exercice. Hein. Je Moi, suis ça comme m'a toi. été très difficile et je dirais que j'ai du mal à m'écouter d'ailleurs pendant l'intervention parce que bon, mais il a été très bon, ça là, parce qu'il sait au fond, déjà parce qu'il a une manière de construire la succession des interventions voilà, il m'a expliqué après ça d'ailleurs. Et donc, ça a été un moment d'échange. Il m'a obligé à me poser des vraies questions, à Mhm. savoir mettre le doigt sur ce qui pouvait ne pas toujours être très clair, etc. Donc, ça a été une collaboration, un vrai coaching. J'ai pas été souvent coaché, hein, je t'avoue. Donc, il m'a coaché. Et ça a été très, très riche. Et puis, sur le plan humain, voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien et je pense on partage des choses, c'est sûr. Et justement, soit si tu pouvais partager ta pépite là, pour donner envie aux gens d'aller voir ton TEDx, parce que déjà ils ont tous sauté Ouais. dessus, ils sont tous allés taper sur un moteur de recherche TEDx Eric Hubler ou TEDx Aikido, TEDx Alsace. Mais Alors, toi, si c'est quoi la pépite que tu as envie de partager avec tout le monde qui fait que toi, ça te rend unique? Parce que tu dis, moi, voilà, j'ai ce parcours peut-être unique, en tout cas, en toute humilité. Je reviendrai sur cette notion que tu évoquais avec nous tout à l'heure d'être recentré sur ça. Moi, ça me paraît important, on va y revenir. Mais justement, toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, ça y est, j'ai trouvé mon message intérieur et hop, ça y est, je m'ouvre aux autres. C'était quoi ce message? bah déjà, c'est pas facile de parler de soi. C'est pas Ouais, c'est facile parce dur. on n'est pas la meilleure personne pour parler de soi. Je le disais en préambule tout à l'heure, on a une vision subjective de Mm, soi-même et les autres ont un regard qui est aussi subjectif, qui n'est mm, pas la même subjectivité. Donc finalement, c'est un peu un choc de subjectivité ouais. pour essayer de trouver quelque chose qui peut tendre vers une certaine objectivité, mais c'est très relatif. Et parler de soi, ça veut dire automatiquement prendre des façons de le faire. Alors, tu me demandes une pépite. Je, Si on parle du TEDx, je crois qu'il y a déjà une chose très importante, c'est puisque le thème était la philosophie de l'équilibriste, c'est la philosophie avec un F, et ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est parce qu'il y a Mm, le fil qu'on a montré tout à l'heure, c'est un fil, c'est un parcours. C'est déjà que l'équilibre n'est pas l'opposé du déséquilibre. C'est qu'au mhm, fond, il n'y a pas de déséquilibre inutile. Pour moi, le déséquilibre, c'est quelque chose qui nous aide à développer une aptitude fondamentale qui est celle du rééquilibrage. Et tu vois, dans la période actuelle, il faut qu'on oublie de penser en termes d'équilibre parfait, d'équilibre idéal, d'équilibre permanent, parce que ça n'existe pas. mhm, Ce qui est important, c'est d'apprendre à travers chaque expérience l'art du rééquilibrage. Au fond, nous sommes confrontés à des déséquilibres de toute nature. La vie est faite comme ça, elle ne changera pas. Et elle nous permet de nous entraîner au rééquilibrage. Et c'est ça aussi le flux, c'est d'apprendre en mouvement. Tu vois, l'équilibriste sur son fil, un ok. pas après l'autre, il va lâcher prise en lâchant le pied derrière. Il est obligé de lâcher prise. Mhm, Il va se mhm, retrouver en équilibre sur un seul pied. C'est la condition sine qua non pour retrouver un nouvel équilibre dans le pas suivant. Bah, c'est une métaphore de l'existence. Un équilibre succède à un autre. Ce qui était vrai hier ne le sera pas forcément aujourd'hui. Et c'est pas grave. Tu vois, quand on parle de zone de confort, en fait, chaque pas nous amène à savoir oublier un peu de notre zone de confort, mais pas pour perdre ce qu'on a acquis, pour mhm. élargir la zone de confort, pour la rendre encore plus confortable. Et une fois le confort acquis, on passe au confort suivant. Mais ça passe Hmm. automatiquement par des zones d'inconfort. Pour moi, c'est ça, c'est un Ouais, cheminement. alors moi, ce que j'entends tu vois, en tant qu'auditeur, c'est finalement l'équilibre, on le trouve dans le mouvement, quoi. Parce que quand on entend équilibre, on se dit, ah, bah, faut être statique, il faut plus bouger, il faut bien respirer. Non, ce que Non. tu dis finalement, c'est l'équilibre, c'est le mouvement avant Ouais. toute chose. Absolument. Einstein le disait d'ailleurs hein, par rapport à la bicyclette, c'est dans le mouvement qu'on peut trouver l'équilibre. C'est tellement basique et tellement vrai. Tu sais, on parlait de simplicité tout à l'heure, Hmm. Cyril. Henri Bergson disait le génie, c'est la simplicité. Je crois profondément à cette phrase. Le génie, c'est la simplicité. J'ai beaucoup d'admiration pour des gens, par exemple, comme, comment il s'appelle, cet astrophysicien Hubert Reeves.
Oui, qui a le talent, le don de parler de choses très, très compliquées qui sont accessibles, ouais. disons-le, à peu de personnes, moi y compris. C'est des concepts extrêmement complexes, avec des mots simples pour nous le rendre accessible. C'est un passeur, en fait. Et ben, ça, c'est du génie parce que c'est simple. Et De Vinci disait Simplicity is the ultimate sophistication. C'est vraiment cette idée que c'est très sophistiqué, la simplicité. Et Oui, si on aborde la complexité à travers l'angle de la complexité, ça me semble d'autant plus complexe. Donc, pour équilibrer la complexité du monde, parce que le monde est complexe, les relations sont complexes, l'humain, le vivant est complexe, eh bien, il me semble important de l'aborder par l'angle de la simplicité. Ne rendons pas plus compliqué ce qu'il est déjà. Voilà. ouais, ouais, ouais. Moi, j'adore bah, justement, tu parles d'Uber Reeves. Moi, j'en ai tant d'autres. Où on parlait d'Einstein, la théorie de la relativité, ou le quantique. Après, ce sont des choses qui sont assez complexes. Mais finalement, quand tu as des gens comme Hawkins qui en parlent, ça reste assez simple. Et parce que finalement, c'est simple juste parce qu'il y a une observation. Et moi, dans ce que tu dis, il y a simplement bah, le mouvement et puis s'observer, quoi. Observer les choses sans jugement, laisser aussi lâcher prise un petit peu sur le passé qui nous parfois qui pourrait nous tendre à avoir des jugements ou l'avenir qui lui pourrait nous porter à avoir des appréhensions. Donc finalement la simplicité dans le moment présent et accueillir bah, tout ce qui est autour de nous de façon la plus simple possible. Et je rebondirai sur ce mot que tu viens d'employer. Tu vois, accueillir. Il y a un peu de vivant autour de toi, là, ça bourdonne. C'est la C'est vie. les aléas du direct. Il y avait une mouche énorme. Depuis 5 minutes, je fais comme s'il y en avait des tests. Ça y est, je l'ai eu, elle est partie. Alors, tu viens d'utiliser le mot accueillir. Tu vois, ça va très bien avec la philosophie de l'aïkido. C'est accueillir, c'est un apprentissage aussi. Parce que trouver l'équilibre en n'accueillant pas, c'est-à-dire en voulant forcer les choses, est un peu contre-intuitif et un peu contre-productif surtout. C'est-à-dire qu'on s'imagine ce qui est bon pour soi, donc on va batailler, on va se battre pour. Alors autant moi j'aime bien avoir ce côté combattant, warrior, parce que c'est au fond, ça stimule en nous une énergie incroyable, mais c'est le guerrier de la paix. Tu vois, comme disait Dan Millman, c'est le guerrier pacifique. Hein, mais c'est vrai, cet esprit engagé, combattant, courageux. Mais je crois également il faut apprendre à accueillir les choses comme elles sont. Et alors là, on est dans ce qu'on appelle un peu une approche en creux, c'est-à-dire en concave, c'est-à-dire laisser venir, créer les conditions pour que des choses se produisent, mais laisser venir ce qui vient, apprendre de ça, observer. Et puis au fond, c'est une école d'humilité parce qu'on n'a pas le pouvoir de créer la vie comme on veut qu'elle soit. Et heureusement, parce que imagine que chacun crée la vie comme il voudrait, mais ce serait une vie sans doute terrible, invivable. Il faut croire en la magie de l'inattendu, en la magie de l'incertain, et au fond de trouver une forme de stabilité dans l'incertitude. Et ça, c'est sans doute un des grands défis dans la vie, quoi. Ouais, pas plus tard qu'une semaine, je faisais un webinaire là, sur ce thème-là, justement, la gestion de l'incertain, parce que bah, voilà, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, les gens ont perdu un peu de repères, ça a créé des déséquilibres voilà, intérieurs, et du coup, ces déséquilibres qui engendrent des problématiques de santé, hein, parce qu'en fait, j'arrive plus à dormir, je trouve plus le sommeil, parce que j'ai mon cerveau qui se déconnecte pas, enfin, je déballe pas tous les problématiques qu'on peut rencontrer en ce moment. Et toi, ce que tu dis finalement, c'est cet incertain fait partie de la vie. Et tant qu'on l'accueille, bah, c'est la norme finalement, quoi, hein, c'est cet incertain. D'ailleurs, le certain, s'il était omniprésent, serait tellement triste. En plus. Tu vois, ça, quelque part, ça répond à une question que tu m'as posée, c'est que pourquoi je me suis lancé, je ne suis jamais revenu en arrière par rapport à mon choix professionnel, Ouais, qui m'a mis dans des situations, j'ai eu l'impression parfois d'être comme un pèlerin avec mon bâton, comme ça, à ouais, essayer de créer ma voie, de trouver, et ça n'a pas toujours été facile, et ça ouais, n'a même ouais. pas souvent été facile. Et quelque part, merci, c'est-à-dire que je me suis construit à travers aussi cette recherche, mais ce n'est que de l'incertain, chaque Mhm. jour, à chaque pas, Mhm. et j'aime ça. C'est-à-dire que l'idée, pour trouver l'équilibre, il faut développer le goût de l'incertain, il faut même aller le chercher. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à se confronter à ses peurs. Pour pouvoir dominer une Mhm. peur, il faut la regarder en face. Mhm. D'ailleurs, L'accueillir, comme tu disais tout à l'heure. l'accueillir et quelque part presque la provoquer en la regardant en face, parce que je trouve que la Ouais. peur a quelque chose de sournois. Quand on la regarde en face, elle se cache, elle vient dans le dos, elle n'ose pas te regarder en face. Et donc, il y a le côté martial qui revient. Bon, mais ça a un côté amusant presque de se dire, eh bien, Ouais. si c'est ça ma peur, je vais arrêter de l'occulter, je vais arrêter de la mettre sous le couvercle, de faire comme si ça n'existait pas. Parce que sinon, c'est l'inconscient qui nous joue des tours.
Donc, je crois que si on peut faire monter à la conscience ce qui nous fait peur et oser le regarder en face, c'est déjà une manière en soi de libérer des résistances, des tensions qui ont le talent pour nous rendre malheureux. Hein. Alors, on sent bien que dans ton approche, il y a quelque chose de art martial, oriental, une certaine sérénité par rapport à ces événements. Alors, on pourrait se dire, oui, mais voilà, toi, tu as fait toutes ces années d'aïkido qui t'ont amené à cette maturité, à cette prise de recul, à ce lâcher prise. Moi, j'ai pas la chance, je le dis un peu volontairement parce que les gens parfois disent bah oui, mais moi, j'ai pas eu la chance d'eux. Toi, comme tu l'as dit, je suis allé chercher les choses, je les ai un peu provoquées quelque part. Et il n'est jamais trop tard, tu as dit aussi tout à l'heure, donc il n'est jamais trop tard c'est dans la tête, hein, qu'on est jeune ou qu'on est vieux. Donc il n'est jamais trop tard pour se mettre à l'aïkido, mais avant de se mettre à l'aïkido, il n'est jamais trop tard pour oser faire les choses. Et moi, j'aime beaucoup la culture que tu approches. On sent qu'il y a quelque chose, alors je vais dire les mots, de très circulaire dans la façon dont tu expliques les choses. La vie est un éternel recommencement. Et on sent bien derrière, cette approche orientale qu'on n'a pas du tout en Occident. Dans notre éducation, c'est vrai qu'on nous dit souvent, bah voilà, le temps, c'est linéaire. Et puis tu fais qu'on va te dire, on va te dire les choses comme il faut que tu les fasses. Et après, c'est linéaire. Et toi, on sent bien que cette approche, bah voilà, c'est quelque chose qui, le temps, la notion du temps, elle est linéaire. Et on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, mais tu peux m'expliquer un peu plus la différence entre le temps linéaire et le temps circulaire? Parce que visiblement, cette rondeur que tu as là, que tu apportes, te met en paix, te met dans cette sérénité. Est-ce qu'Eric, toi, tu pourrais nous apporter un petit peu ton regard sur cette culture orientale où finalement on prend les choses telles qu'elles viennent et si c'est pas fait aujourd'hui, bah, ce sera fait demain et c'est pas grave. Alors, on a là un concept que les Japonais appellent Do, Ouais. D-O, qui veut dire la voie. Aikido, la voie de l'harmonisation des énergies. Le judo, la voie de la souplesse. Le kendo, la voie du sabre, etc., etc. C'est toujours cette même notion de Do. Et Do, Mhm. donc la voie, c'est l'étude, le chemin, la pratique. Ce qui nous plonge automatiquement dans l'instant. Tu sais, l'esprit du dojo dont je parlais, le dojo, c'est le lieu où l'on pratique la voie. C'est un lieu d'engagement, c'est un lieu de pratique, c'est un lieu de respect également. Et quand on vient dans un dojo, mais tu sais, quand je parle du dojo, moi, avec le cadre des arts martiaux, ce que je dis, en fait, le dojo, chaque lieu de notre vie, quand on rentre dans sa maison, quand on rentre dans son entreprise, ce sont des dojos, ce sont des lieux de pratique de la voie en tant que collègue, en tant que manager, en tant que technicien, en tant que mari ou épouse, en tant que, etc. On a des tas de rôles à jouer. Chaque lieu peut devenir un dojo conceptuellement, donc un lieu de pratique. Et à partir du moment où c'est la pratique qui prend le dessus, tu sais, il y avait un maître, je discutais récemment avec mon mentor en Aïkido, un monsieur extraordinaire que j'aime énormément parce qu'il a une vision très éclairée de l'Aïkido. C'est un des pionniers de l'Aïkido en France, il a plus de 80 ans hein, aujourd'hui, il a façonné aussi en partie l'Aïkido, comme on le pratique en France. Il me citait il y a quelques jours, on se parlait au téléphone, un maître japonais qui a été un de ses mentors à lui et qui lui disait fais ça 100 000 fois et je reviens voir où tu en es. Mhm. Tu vois, au fond, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Fais-le, fais-le. Alors, sur l'approche orientale par rapport à l'Occident, en Occident, il est vrai que nous fonctionnons non par le mode je me fixe des objectifs, des résultats atteints, donc une finalité, et en face de ça, je mets des moyens pour les atteindre. Mhm. Ça, c'est très occidental et c'est très Mhm. linéaire, comme tu dis. Mhm. Ce qui fait qu'on ne se laisse pas beaucoup de latitude, parce que si ça, c'est l'objectif, c'est pas ailleurs. Quoi. Bon, ça a du bon aussi, hein, parce que ça permet de se mobiliser pour l'objectif, mais ça laisse peu de souplesse. Ouais. Le mode oriental, qui est plus donc dans le présent, l'ici et maintenant, quelque part l'optimisation des potentiels en présence, hein, tout est opportunité pour changer, va nous donner effectivement un autre rapport au résultat. C'est-à-dire que le résultat est celui qu'il est, il se produit parce que les circonstances ont permis qu'il se produise comme ça, mais il peut évoluer à tout instant. Donc c'est ce qui fait que si ce soir en se couchant, on se dit, est-ce que j'ai vécu ma journée de manière suffisamment intense comme à l'échelle d'une vie? Ben, ça, c'est une vraie question. Est-ce que j'ai vécu aujourd'hui comme je dois vivre à l'échelle d'une vie? Bon, ben, on répond oui ou on répond non. Peut-être, peut-être pas, pour ci, pour ça. Mhm. Chaque journée nous donne l'opportunité nouvelle, quand on se réveille le matin et qu'on retrouve du souffle conscient, hein, on peut respirer, on peut voilà, se remettre en mode vivant, conscient. Ah bah, à ce moment-là, on peut dire, bon, eh ben, aujourd'hui, je vais essayer de vivre le plus conscient possible. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, conscient des gens qu'on a la chance d'avoir autour de soi, conscient de faire ce qu'on a la chance de faire, etc. etc. Et je crois qu'à ce moment-là, le rapport au temps présent devient un réflexe. Mhm. Et si ça devient un réflexe,
plus on va se focaliser sur le présent, moins le cerveau va avoir de temps et de disponibilité pour penser futur. Ouais. Et il faut arrêter de penser constamment futur. Le futur, s'il nous amène à aller de l'avant, s'il est moteur d'enthousiasme, oui, mais s'il commence à laisser la place aux peurs, à tout ce Mhm. que le mental est capable de produire de négatif, alors il va nous pourrir la vie. Ouais. Et à ce moment-là, c'est la peur de la mort qui l'emporte sur le goût de la vie. Et ça, c'est très dangereux. Ouais, ouais, ça me rappelle ce que disait Jean-François Aubry lors d'un webinaire, tu m'en parlais tout à l'heure d'ailleurs, qui a cette culture d'ailleurs du Kaizen, très voilà, ramenée du Japon, en disant, ramener dans l'entreprise du bon sens, de la simplicité et puis de l'instant présent pour saisir justement le bon sens sur le opérationnel plutôt que de se référer toujours au business plan, à l'avenir. Et finalement, à chaque fois, son entreprise, elle a su rebondir et faire justement du out of the box. Alors nous, on nous apprend d'être dans une boîte dans l'entreprise. Toi, tu parles de rondeur, et nous, on apprend dans une boîte. Et puis, on nous apprend à sortir d'une boîte, faire out of the box. Mais finalement, c'est juste ce que dans l'esprit que nous partageait Jean-François, il disait, voilà, finalement, si on est dans l'instant présent et dans le présent, les opportunités, elles sont partout. Et on peut faire de l'innovation, on peut faire de la preuve de créativité. Et souvent, il n'y a pas besoin d'un chef pour ça, d'ailleurs, pour ramener ça au monde de l'entreprise, parce que celui qui fait, c'est. Et celui qui fait, c'est celui qui est dans l'instant présent, c'est le vendeur, c'est le commercial, c'est l'ouvrier. Et lui, il est plein de bon sens parce qu'il est dans l'exécution de l'instant présent, il est dans l'exécution de son art. Donc voilà, la responsabilité, et Absolument. finalement, elle est très liée à ce que tu dis, toi, dans l'instant présent. Et aussi que du coup, au maître, à celui qui est dans l'exercice de son art, en fait. Moi, j'aime beaucoup ce que tu me dis, et je fais un parallèle, je me permets un parallèle par rapport à Jean-François. Et pareil, j'ai une autre question à te poser, mais dans le registre Occident-Orient. Tout à l'heure, c'était une évidence pour toi de dire, moi, faire mon travail intérieur, me recentrer sur moi, aller puiser mon énergie intérieure. Alors, dit comme ça passait bien. Mais moi, il y a ma petite voix intérieure qui me dit, avec mon éducation, celle que j'ai pu avoir, judéo-chrétienne, arrête de penser à toi, tu es vachement nombriliste, pense d'abord aux autres. Et finalement, tu vois, dans cette culture que toi, moi, ça me réconcilie avec l'idée qu'il faut aussi un petit peu se recentrer sur son ego sans être égoïste. On peut être égocentré sans être égoïste. Donc, moi, j'aimerais bien que tu puisses redire ça avec de nouveaux mots, une nouvelle approche, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont vachement enfermés là-dedans. Si je pense à moi, je suis égoïste et c'est pas bien. Oui, mais là, on est dans les représentations. Tu sais, faut vraiment qu'on se méfie de toutes ces représentations religieuses, qu'elles soient religieuses, politiques ou autres. C'est de se dire comment est-ce que l'on peut être pleinement bien avec les autres, leur apporter du bien-être si on n'a pas du bien-être avec soi-même. Comment avoir de l'estime pour les autres si on n'a pas de l'estime de soi. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas soi-même. C'est pas plus compliqué que ça en réalité. C'est de se parce qu'il y a quelque part un piège. Il y a des gens qui s'investissent à fond dans les autres pour ne pas avoir à traiter leur propre sujet. Ce sont souvent des gens qui vont être usés au bout d'un moment, frustrés, qui peuvent avoir de la rancœur parce qu'ils développent, et c'est humain, ce sentiment qu'à force de donner aux autres, ils n'ont pas le retour. Mais oui, mais c'est ça la question. Est-ce que je fais les autres, est-ce que je donne aux autres pour avoir un retour, ou est-ce que je me donne à moi ce qui me permet de donner aux autres? Parce que dès qu'on attend le retour, on conditionne la relation et donc on se vide quelque part de sa substance. Donc je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas ce travail sur le soi, mais pas d'une manière effectivement égotique, pardon, ni égocentrique, ni égoïste, pardon, parce que c'est pas une question d'ego. L'ego n'a rien à voir avec ça. C'est un apprentissage de ce que l'on est. Donc, je te parlais tout à l'heure de connaissance de soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi, pour aller vers le don de soi. Mais le soi, il faut le connaître, il faut le nourrir, et l'équilibre se transmet s'il est vécu de l'intérieur. Donc, s'oublier au prétexte qu'on s'intéresserait aux autres me paraît être totalement un faux chemin, et un chemin dangereux. Il n'y a rien d'égotique là-dedans. Mais Mais entendu, c'est moi la ça me va. représentation. Je dis pas que tu as raison, que tu as tort de toute façon, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire ce travail aussi intérieur du soi. Très bien, j'aime bien la notion du soi d'ailleurs, parce qu'il y a une connotation individuelle. Et avant de penser à soi, il faut sauver l'autre, quoi. Il faut sauver le monde avant de se sauver soi-même. Il y a beaucoup de gens qui ont ce réflexe-là. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, je vais le sauver. Ouais, mais tu as peut-être, si tu sais pas nager, c'est juste dommage, quoi. Ça fait 2 morts, quoi, sur la conscience, quoi. Donc, avant de faire des actes, tu vois, on a des actes, des fois, des réflexes qui sont liés à une éducation, alors bien ou pas bien, c'est pas la question d'ailleurs, hein. Mais on est un peu formaté. Moi, j'aime bien cette idée aussi de ces rencontres que j'ai avec des personnes comme toi pour les partager avec d'autres, parce que ça crée des déclics quand même dans la tête et qui fait prendre une
qu'on repilote un petit peu sa vie, qu'on peut repiloter un petit peu sa vie et changer un petit peu. Alors, ce qu'on dit, tu parlais tout à l'heure d'anglicisme, enfin, du moins que tu aimais beaucoup les États-Unis, bah, reformater un peu son mindset. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais changer mon état d'esprit, changer mon mindset, c'est pas possible parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Et moi, je considère qu'on peut changer ça, c'est possible. Et toi, tu le dis au travers du soi, quoi, de travail sur, enfin, travail, c'est pas un travail d'ailleurs, c'est une passion, la passion du soi. Ça, je crois que c'est Henry Ford qui disait que vous pensiez en être capable ou que vous pensiez ne pas en être capable, vous avez raison. Donc, si on pense qu'on n'en est pas capable, on n'en est pas capable. Ouais. Et donc, ça dépend de ce qu'on décide soi-même. Alors, soit on se positionne comme choisir sa vie, ou alors on va la subir, on va être acteur ou on va être victime. Et c'est toute ça la question. Et tu vois, lorsqu'on voit aujourd'hui des gens qui parlent sans arrêt de changer le monde, il faut arrêter de vouloir changer le monde. Personne ne nous demande de changer le monde. Changeons notre vie, changeons notre façon d'être, et le monde changera petit à petit. Mais changer le monde, mais qui sommes-nous pour changer le monde? Hein, c'est même très prétentieux d'une certaine manière. Et je vois des gens parfois d'une agressivité, mais incroyable, qui prétendent changer le monde à travers des pratiques, faites comme ci, faites comme je fais. Ben, je les laisse parler, mais je peux pas adhérer parce que je trouve qu'il y a là un côté extrêmement violent et c'est une violence qui vient de l'intérieur, qui n'est pas réglée. Pourquoi j'ai tellement besoin de convaincre les autres qu'il faut faire comme moi et de partager ma vision du monde? Le monde est comme il est, c'est là la notion d'accueil. Acceptons que les gens ne soient pas tous pareils. Tu vois, on voit ces thèmes dans plein de domaines, dans les pratiques de comportement de vie, sur l'hygiène de vie, par exemple. Laissons les gens prendre conscience de ce qui est bien pour eux. Si c'est bien pour eux, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Tout le monde n'est pas destiné à avoir les mêmes pratiques. Et c'est vrai dans le domaine religieux aussi. Si les gens ont des pratiques religieuses, acceptons-les, mais il faut que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que tout le monde se respecte. Il appartient à chacun de savoir ce qu'il veut faire, pas faire dans ce domaine-là comme dans d'autres. Et il faut, je crois, arrêter de vouloir changer le monde. C'est un mauvais focus. Le monde changera si nous le faisons changer de l'intérieur. Au fond, le monde, d'une certaine manière, n'est que le reflet de notre monde intérieur. Hein. Je crois que n'est pas du tout, c'est pas que je crois, j'en suis convaincu, c'est pas déconnecté. Le monde extérieur n'est que le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Si on met le miroir sur l'intérieur, on va commencer à se libérer de certaines tensions. Et là, comme par enchantement, on va commencer à voir des nouvelles choses apparaître. Et c'est ça, c'est un peu la magie de la vie, justement. Alors, excuse-moi, je fais une pause là-dessus parce que là, ce que tu viens de dire, quand même, je pense que ça, voilà, ça peut vibrer en beaucoup de gens, ça. Juste ressentir, c'est même pas écouter ce que tu viens de dire, c'est ressentir, quoi. Je me laisse un petit peu envahir par ces ondes que tu m'envoies là. Et avec l'idée aussi, moi, dans ce que tu disais, il y avait, je voyageais à un moment donné, je suis parti là, mais tout en t'écoutant, et je me suis dit que la vie, on a peut-être plusieurs vies finalement. À l'échelle d'une vie, oui, je suis né, je vais mourir, mais on a peut-être plusieurs vies. Et on a le droit à l'erreur, on a le droit de changer, on a le droit de peut-être parce que c'est quand tu parlais des religions, parfois on est né baigné dans une éducation avec une religion. Et certains pourraient dire, je suis condamné à ça jusqu'à la fin de ma vie. Alors, je ne suis pas là pour dire que les religions, comme tu l'as dit d'ailleurs, il y en a des meilleures que d'autres. Mais finalement, c'est ça qui me venait à l'esprit. Mais pourquoi je ne changerais pas de religion à un moment donné? Qu'est-ce qui m'en interdit, si ce n'est mon passé, si ce n'est le poids de mon éducation? Après, la liberté est dans chacun de nous, tu vois, parce que le soi, s'il appelle à autre chose, bon, voilà, je n'ai pas d'avis là-dessus. Hein, mais voilà, je vagabondais sur cette idée-là, en tout cas. C'est l'école de tolérance, en fait. Souvent, on projette vers les autres. Tu sais, je dis même parfois à mes enfants, quand quelqu'un a un comportement négatif ou agressif vis-à-vis d'eux, ce qui arrive à tout le monde, je dis, tu sais, lorsque la personne te parle comme ça, elle ne te parle pas de toi, elle te parle d'elle. Bien sûr. Donc, si tu as ce regard, cette distance entre ce qui est dit, pourquoi c'est dit, comment c'est dit, ça change tout en termes de perspective. Et c'est tout à fait l'approche Aikido, d'ailleurs. Tu dis un truc super important, Eric, ça, je ne l'ai pas souvent entendu quand même dans ma vie ce que tu viens de dire. C'est une évidence pour moi parce qu'il y a 3-4 personnes qui me l'ont dit et maintenant ça résonne en moi chaque fois. Mais là, je l'ai entendu, j'étais assez âgé, j'avais plus de 40 ans quand j'ai entendu ce que tu viens de me dire. Alors, j'aurais qu'on fasse quand même un focus là-dessus. Est-ce que tu peux redire cette phrase-là avec tes mots, tels que tu l'as dit une deuxième fois? Et je te ferai peut-être même répéter une troisième fois parce qu'il faut dire 3 fois les choses pour qu'elles s'ancrent dans notre cerveau. Avec grand plaisir. Je dis que quand une personne s'adresse à nous avec tension, avec agressivité, avec une certaine violence, en réalité, elle ne s'adresse pas à nous, elle nous parle d'elle-même, elle nous parle de ses propres blocages. C'est une lecture par des mots, en fait. On se rend compte que la personne a des tensions, du coup, ça exprime des tensions. On a le cas, par exemple. Quelqu'un va te dire, écoute, Cyril, j'ai un projet extraordinaire, j'ai envie de créer mon entreprise, je crois que le moment est arrivé, j'ai l'idée, je commence à, etc. Bon, très bien. Et toi, imaginons que tu sois dans une tension intérieure qui est que c'est certainement pas maintenant que tu créerais ça.
qu'est-ce que tu vas avoir tendance naturellement à dire à la personne? Tu sais, si j'étais toi, je prendrais mon temps, je réfléchirais un petit peu plus. La personne, tu vois, donc elle n'écoute absolument pas ce que dit l'autre qui est Ouais. en train d'avoir une énergie d'un projet, mais surtout, bah, fais-le. Écoute, si tu penses que c'est bien pour toi, je suis content pour toi, je m'en Ouais. réjouis. Non, c'est voilà, non, 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 Marthe, méfie-toi, les temps sont durs. Et alors là, les excuses ne manquent jamais. Mmh. Toutes les raisons de ne pas faire sont à foison. Mais donc, c'est une question de décryptage, une lecture. Donc, si, voilà, c'est comme ça que je Finalement, vois. quand quelqu'un nous parle, il parle pas de nous, il parle de lui, quoi. Son C'est ça. agressivité, c'est ce qu'il a à l'intérieur, ses craintes, ses peurs. Et finalement, ce que tu viens de dire là aussi, donc ça me permet de reformuler une troisième fois, c'est rare d'entendre des gens quand même qui, bah, quand tu as un projet, vont te dire: «Oh, c'est génial, parle-moi-en de ce projet, quoi». On va Ouais, plutôt entendre: ouais, ouais, «Ouais, mais tu sais que c'est pas le moment. Oui, mais tu sais que c'est la crise. Oui, mais tu sais que». ouais, ouais. Et on a beaucoup de, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Bah, il a peut-être raison. Faut peut-être que je fasse attention. Et quand tu regardes la valeur qu'a la confiance en soi, c'est quand même, c'est pas facile d'avoir confiance en soi. Je veux dire qu'il Mmh. y a des tas de raisons de ne pas avoir confiance en soi. Donc, quand quelqu'un arrive au point où il se dit, je vais peut-être me lancer, il faut déjà trouver en soi, parfois Mmh. contre soi-même, en se disant, n'écoute pas tes peurs. Donc, c'est déjà un travail pour la personne. Imagine quelqu'un qui vient te dire, alors pour peu que la personne ait la valeur à tes yeux, personne que tu aimes ou que tu respectes ou dont tu écoutes les conseils, qui te dit non, ne le fais pas, il faut pas grand-chose pour changer le cours d'une vie. Et puis après, peut-être bien plus tard, on va se dire, oh, si j'avais su, je l'aurais fait, quoi. Et ça, c'est l'histoire de l'équilibre au quotidien. Ouais. Et c'est tellement important. Donc, voilà, c'est d'avoir le bon niveau de lecture et vraiment de croire en soi. Et on a qu'une vie. Je dis qu'on n'a qu'une vie. Ça ne veut pas dire que, je ne sais pas moi dire s'il y a des vies après ou pas. Et je ne sais, mais s'il y en a, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier la vie de maintenant. Voilà. S'il y a des vies après, très bien. Et on peut avoir plusieurs vies dans une même vie. Tu le disais très justement, on peut se réinventer. Et il n'y a personne d'autre que soi-même pour le savoir. Ouais. C'est Quand on pas sait ça, facile ça de fait savoir, mais il déjà faut beaucoup savoir. moins peur, quoi, finalement. Et voilà, On absolument. peut déjà faire, je vais tester quelque chose, ça marche pas. Bah, si ça marche pas, bah, ils avaient peut-être raison, mais moi j'aurais essayé. Et puis Voilà. j'en tirerai des enseignements. Donc l'échec n'existe pas, comme tu le sais Voilà. très bien, hein. C'est voilà, c'est toujours un apprentissage permanent. Donc moi, je pense que c'est ouais, une belle analogie là que tu viens de partager avec nous. Et moi, elle me plaît beaucoup, en tout cas celle-là. Eric, où est-ce qu'on peut trouver un petit peu ton actualité? Comment on suit ce que tu fais? Alors, tu as fait un bouquin, mais tu n'en as pas fait qu'un seul, tu en as fait trois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, oui, alors bon, j'ai un site internet pour ceux que ça intéresse, dans lequel j'ai une partie blog. J'écris des articles à peu près tous les mois. Ça, oui, ça, c'est la page d'accueil. Et donc, si on veut trouver le blog, voilà, c'est ça. On va dans Médias et il y a la partie édito dans Ok, laquelle on va trouver des articles. Alors, autour de thèmes comme la confiance, comme génial, enfin, voilà, tout ce qui tourne autour de ce qu'on a dit ce soir. Là, super. par exemple, c'était un article récent sur la motivation, se remotiver en temps de crise. Voilà, donc ce sont des réflexions Excellent. que je partage. Voilà. Super, ça fait sens à tout ce qu'on vient de se dire. Donc, on peut retrouver ton actualité sur ton blog et tes livres aussi, Exactement. Et on peut puis, les trouver directement voilà, sur ton. si on veut trouver les livres, on peut les trouver par le biais du site, effectivement, dans lequel il y a trois livres. Il y a L'équilibriste qui date de 10 ans, Ouais, qui a été publié par un éditeur canadien. Le deuxième s'appelle Leader, en dessous, qui est un livre alors qui traite du leadership à travers les notions de commandement et management. C'est aussi un roman. C'est un roman sur le leadership, un roman pédagogique sur le leadership avec une histoire. Hein, il y a une histoire sous haute tension et que j'ai coécrit ce livre avec Hervé Lutringer, qui connaît d'ailleurs les deux mondes du management et le monde militaire par sa propre expérience. Et puis le troisième livre s'appelle Light, qui est plus orienté développement personnel. C'est l'histoire d'un parcours de vie. C'est une histoire que là j'ai imaginée aussi. Un parcours de vie qui nous amène à découvrir l'histoire d'un homme qui a été successivement marin, chef d'entreprise, voyageur et qui partage des réflexions. Voilà, c'est un peu un cheminement intérieur. Et donc, il y en a un actuellement en travail sur l'esprit du dojo qui j'espère, sortira dans les prochaines semaines. J'y travaille. super. Eh ben, on va te souhaiter toujours une belle énergie, hein, surtout que Merci. tu continues d'être solaire et de rayonner, voilà, avec toute cette énergie autour de toi. Inonde-nous de toutes ces, voilà, cet enthousiasme parce que voilà, ce mot enthousiasme que tu as, voilà, que tu as employé tout à l'heure pour moi est un mot extrêmement fort et tu l'incarnes parfaitement bien. Eric, merci pour tout. On te souhaite Merci à toi. une belle édition pour ton prochain livre et plein, voilà, et Merci. puis surtout plein de personnes à impacter de par ce que tu dis parce que les entrepreneurs ont besoin de ton énergie, ont besoin de toi. Donc, merci pour tout ce que tu fais et excellente continuation à toi. Et merci à toi pour tout ce que tu fais.